Écoutez, bonjour à tous. Un exercice qui n'est pas facile d'entrer tout de suite à la fois sur des situations individuelles et qui plus est des situations compliquées que vous avez décrites. Peut-être quand même une petite note d'optimisme tout de suite, parce que c'est vrai que ces situations sont compliquées, on l'a bien vu, sans doute les solutions apportées n'étaient pas idéales, mais on voit bien à travers ces situations tout de suite que justement, vous vous êtes tous débrouillés quand même pour apporter des solutions. Peut-être pas idéales, peut-être temporaires, sans doute, mais voilà, on n'a pas laissé ces personnes-là sans solution, et je pense que là déjà, on voit bien que cette démarche que je pilote et qui j'espère vous anime, cette démarche, elle s'inscrit tout simplement dans la continuité de ce qui se fait déjà, ce qui se faisait déjà, et en réalité, il ne s'agit pas d'une quelque chose d'extrêmement nouveau, mais d'une volonté de tous les acteurs institutionnels, au niveau national et au niveau local, de faciliter en fait ce travail-là de co-construction que vous faites déjà de fait autour des situations. Donc je pense que voilà, une fois qu'on a dit ça, je vais effectivement essayer de revenir sur quelques points que moi j'ai pu repérer et qui font fortement écho à la philosophie de la démarche Réponse accompagnée pour tous. Cette philosophie, en deux mots, c'est, bien évidemment avec un objectif très clair, zéro sans solution, posé dans le rapport de Denis Piveteau qui a été rendu en 2014, c'est à la fois d'agir au plus vite face aux situations individuelles qui le nécessitent, et en même temps d'agir structurellement sur l'offre d'accompagnement pour faire en sorte que, de plus en plus, on ait peut-être moins besoin d'agir en urgence, comme vous l'avez décrit, par rapport aux situations qui se dégradent ou en tout cas qui donnent lieu à des ruptures non anticipées. Donc agir sur les deux versants. Et cela nécessite pas mal de changements dans les manières de travailler, dans les pratiques professionnelles et dans la place aussi qu'on accorde aux personnes concernées par le handicap. Ce que j'ai entendu dans ces histoires, c'est déjà, et je pense que c'est assez évident, c'est la question de l'anticipation des ruptures de parcours, identification des risques, des points d'alerte, que de fait, je pense, tous les professionnels sont en capacité d'identifier, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui très clairement posés en termes de, je dirais, de procédure, en tout cas de manière de faire. Une fois qu'on identifie ces points-là, on en fait quoi ? On sollicite qui est légitime pour le faire, etc. La démarche Réponse accompagnée pour tous, à travers notamment son premier axe, le dispositif d'orientation permanent, apporte des réponses à ça. Le dispositif d'orientation permanent, c'est quoi ? C'est pas qu'une affaire de la MDPH, même si la MDPH a un rôle important à jouer, c'est une affaire de tous. Un instant T, dans une logique en quelque sorte d'un droit théorique, ouverture de droit, et être dans une logique où l'orientation, c'est une vigilance partagée permanente entre la personne elle-même et sa famille, la MDPH bien sûr, et tous les acteurs qui accompagnent la personne. Et lorsqu'on identifie un risque de rupture, ces quelques clignotants rouges, on essaie déjà d'agir en tant que professionnel, quelle que soit notre place, sans forcément d'ailleurs solliciter la MDPH, ce n'est pas toujours nécessaire, et effectivement, si nécessaire, s'il y a une nécessité de revoir des droits, s'il y a des partenaires qu'on n'arrive pas à mobiliser parce qu'on ne les connaît pas ou parce qu'ils ne répondent pas, ça arrive aussi, à ce moment-là, on sollicite la MDPH pour qu'elle intervienne et qu'elle mette un peu d'huile dans les rouages. On voit bien sur les situations, celle de Marie, celle de Norbert, que cette anticipation elle aurait pu être aidante. Et on voit d'ailleurs que dans la situation de Marie, que cette jeune femme était déjà accueillie dans une structure en accueil de jour. On pourrait imaginer que la structure puisse accompagner aussi la famille dans ce cheminement, dans cette prise de conscience d'une nécessité d'anticiper l'avenir. Je pense que pour les personnes en situation de handicap vieillissantes, qui sont à domicile, ça c'est vraiment l'enjeu clé. C'est comment on accompagne les familles et les parents vieillissants notamment à une prise de conscience qu'il faut que le passage de relais se fasse de manière progressive et que ce sera mieux pour tout le monde et avant tout pour la personne concernée. Parce que ces situations-là, d'entrée en institution en urgence, je pense que c'est en quelque sorte ce qu'il y a de pire pour la personne concernée et que les parents, par leur volonté de protéger leurs enfants, finalement, peuvent aussi les amener vers ces situations de rupture qu'on souhaiterait éviter. On voit bien d'ailleurs dans la situation de Norbert qu'il ne suffit pas de prononcer une orientation, vous l'avez dit.
Il y a eu une orientation. Mais la question, c'est comment ensuite on accompagne à l'effectivité des droits et qu'on accompagne à la fois à la recherche d'une solution, mais aussi à encore une fois, cette prise de conscience progressive, justement par des séjours temporaires, par des visites de structures, par peut-être aussi un travail avec les pairs PAIR, c'est un axe important dans la démarche réponse accompagnée pour tous, comment on mobilise ceux qui sont déjà passés par là pour soutenir, conseiller, orienter les personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés aujourd'hui. Ces pairs peuvent être un vrai vecteur de dédramatisation d'un certain nombre de situations, et je pense que sur le champ du handicap, on mobilise beaucoup trop peu cette dimension-là. Ce travail se fait bien dans les associations, mais d'une manière assez, enfin, je dirais, pas toujours structurée. On voit bien que certaines personnes ne sont pas dans les associations, en tout cas ne sollicitent pas forcément ce levier-là. Et qu'en plus, la posture de pair, elle est quand même très particulière. La posture de pair, c'est pas une posture de militant associatif, c'est pas une posture de simple entraide où on va surtout essayer de donner quelques conseils à partir de son vécu. La posture de pair, elle nécessite une certaine neutralité, une certaine connaissance aussi de ce qui existe, des dispositifs existants. Donc voilà, ça se construit. Et j'espère que dans votre feuille de route réponse accompagnée pour tous, vous pourrez investir cet axe-là, parce que je pense que c'est un vrai outil pour mieux accompagner les personnes. Une autre dimension qu'on voit beaucoup dans les histoires que vous avez présentées, c'est la nécessité de partenariat. Vous l'avez dit, je crois, sur 2 situations sur 3. La MDPH, l'ARS et le département se sont mobilisés pour trouver des solutions. Donc effectivement, on a besoin de ce partenariat institutionnel. On a aussi besoin, bien entendu, du partenariat plus opérationnel entre ceux qui accompagnent les personnes. Dans les histoires que vous évoquez, on avait à 2 reprises sur des accompagnements partagés entre 2 structures différentes. J'ai bien noté que ce n'était peut-être pas des solutions idéales, du fait notamment des temps de trajet, mais en tout cas, c'était des solutions. On l'assume dans le cadre de la démarche réponse accompagnée et notamment des plans d'accompagnement global. On n'est pas sur des solutions idéales, ce sont des plans B, c'est une réponse qu'on apporte à un instant T pour ne pas laisser les gens sans aucune solution. On l'assume, mais on ne s'y enferme pas. C'est-à-dire que le plan d'accompagnement global, il est par nature temporaire, durée maximum d'1 an, révision régulière qui peut être plus courte, la durée peut être plus courte. Donc c'est une solution pour certaines personnes palliative avant de trouver autre chose. Pour d'autres, il faut aussi se le dire, ça peut finalement convenir. Et si je le dis, c'est que c'est des situations concrètes qu'on a pu nous remonter au niveau national, y compris en dehors des plans d'accompagnement global, où on constate finalement que parfois des demandes de places d'accueil à temps plein, par exemple, en foyer, elles sont faites par précaution et par une sorte de crainte d'autre chose, d'un parcours peut-être plus modulaire, mais qui serait trop complexe. Et que finalement, quand on offre des solutions plus modulaires, notamment à domicile, pour certaines personnes, ça convient. Mais dans tous les cas, on a effectivement besoin de ces montages partenariaux où on ne soit pas sur un accompagnement par un seul acteur et que surtout sur des problématiques comme celle du vieillissement des personnes en situation de handicap, on est forcément à cheval entre deux champs d'action, 2 champs d'expertise, celui du champ de la dépendance des personnes, de toute personne qui vieillit, et celui du handicap. Un autre point qui est ressorti, c'est la souplesse. C'est un lien avec cette notion aussi de montage partenarial. Je pense que là, et vous l'avez dit, Madame Assiba, on a besoin effectivement d'être agile. On a besoin de sortir de nos cadres d'action classiques, de nos schémas classiques, même de nos réglementations respectives. Là aussi, dans la démarche réponse accompagnée, on le porte fortement. Dans le cadre des plans d'accompagnement global, on incite tout le monde fortement à des souplesses, à des logiques dérogatoires, parce que souvent, quand les situations en arrivent là, c'est que le cadre plus traditionnel n'a pas permis de résoudre la situation. Et moi, je voudrais aller plus loin. C'est vrai que c'est la logique des plans d'accompagnement global. Moi, je voudrais que ça devienne une logique de flux, je dirais, du travail entre les différents partenaires. Je sais que c'est très compliqué, que chacun a ses contraintes. Chacun aussi a besoin de sécurité, je dirais, juridique, etc. Mais je pense que, voilà, bien jauger, quand est-ce qu'on a besoin d'engager l'artillerie
lourde en quelque sorte du plan d'accompagnement global, parce qu'on a besoin effectivement d'une certaine sécurité, parce qu'il y a des dérogations financières, où là aussi, bien évidemment, il faut un cadre. Et quand est-ce qu'on peut finalement être souple, tout simplement en exerçant nos missions au quotidien. Et là, je m'adresse à tout le monde, hein, à la MDPH, à l'ARS, à laquelle j'espère le message pourra être passé, ou à tous les représentants des gestionnaires qui sont dans ces structures-là, enfin dans cette salle-là. Donc voilà, cette souplesse, il faut vraiment que ça devienne un peu une habitude de travail. Et sachez que c'est bien évidemment très facile à dire du niveau national, hein, quand on ne gère pas des situations au quotidien, mais on essaie aussi quand même de prendre nos responsabilités. Et sur ces questions de souplesse, je prends juste un exemple. Dans le cadre de la réponse accompagnée, aujourd'hui, sur tous les territoires, il y a beaucoup de dérogations par rapport aux autorisations qui existent, depuis le lancement de la démarche en 2015 dans les départements pionniers. C'est vrai qu'on pousse à cette logique dérogatoire pour sortir justement des petites cases qui se sont construites petit à petit partout autour des structures d'accompagnement des personnes. Mais bien évidemment, au niveau national, voilà, on a mis un peu de temps, mais maintenant, le système même des autorisations est réformé. Donc c'est bien la logique en fait sur la réponse accompagnée, c'est de vous demander de bricoler intelligemment autour des situations, que ça nous remonte, pour qu'on puisse ensuite au niveau national identifier ce qu'il faut faire évoluer de manière structurelle. Donc voilà, on vous invite à le faire, mais sachez qu'on est très vigilant pour bien percevoir quels sont les points à faire évoluer, pour ensuite les faire évoluer de manière structurelle, que ça ne soit plus du bricolage, et que ça soit voilà, un peu le droit commun. Et enfin, je voulais insister sur un dernier point, parce que là, j'ai parlé surtout des situations individuelles, de comment on a fait pour ces trois personnes, Marie, Norbert, Nadine, qui recouvrent sans doute, vous l'avez dit, en réalité bien plus de cas. On a aussi besoin d'adapter l'offre, parce que c'est apparu très subtilement dans votre présentation. Ce jeune Norbert, dont la famille prend la décision, avec lui, j'espère, de ne plus être accompagné par une maison d'accueil spécialisée, ça interpelle quand même. Ça veut dire quand même que l'accompagnement offert par ces structures ne répondait pas aux besoins. Et effectivement, on l'entend pas mal, on l'entend notamment pour les handicaps assez lourds, et notamment à cette jonction, aujourd'hui on parle de l'avancée en âge, mais il y a une autre jonction dans la vie d'une personne en situation de handicap qui est très compliquée, c'est celle de la sortie des structures ou de l'accompagnement pour enfants et l'entrée dans le monde des adultes qui, une personne handicapée se fait à 20 ans, quand tout va bien. Mais dans tous les cas, c'est souvent un choc pour les familles quand elles voient la différence, je dirais, qualitative de ce qui est proposé dans les structures pour enfants et ensuite dans les structures pour adultes. Il y a bien sûr des questions de financement derrière, on ne le nie pas, hein, il y a aussi des questions de ratio de professionnels qui sont présents dans les structures, etc. Mais je pense que dans les structures pour adultes, on a quand même une vraie question, ce qu'on appelle aujourd'hui le virage inclusif, la transition inclusive, on en parlera, je pense, longuement pendant la table ronde. Comment on ouvre ces structures-là vers l'extérieur, comment on arrive à faire en sorte que l'accompagnement proposé réponde à deux enjeux, en fait, par rapport à ce virage inclusif. Ces deux enjeux, c'est pas de fermer tous les établissements, des institutionnalisations qui voudraient dire qu'on n'a plus besoin de l'offre spécialisée, c'est pas du tout ça, non. C'est deux choses. Comment on fait en sorte, dans un projet collectif, de partir des aspirations et besoins de chaque personne accompagnée. Et ça se fait par des petites choses, à commencer par la liberté de la personne de participer ou non à certaines activités, d'aller et venir, d'adapter la déco de son studio, etc. Donc c'est des choses très très concrètes qui peuvent paraître simples mais qui ne sont pas encore partout vraies. Donc, le respect de l'individu et de ses droits. Et la deuxième chose, c'est la capacité à travailler avec tout le tissu qui existe sur le territoire et de faire en sorte que les activités sportives se fassent en lien avec les associations sportives et non pas par l'éducateur de la structure, idem pour les activités culturelles, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, pas tous, il n'y a pas toujours le tissu en face. C'est aussi tout l'enjeu de ce virage inclusif, c'est aussi faire en sorte que le milieu ordinaire s'ouvre et devient plus accueillant pour les personnes en situation de handicap, et on y travaille aussi. Mais dans tous les cas, c'est bien, je pense que si on veut mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes, on a besoin de faire évoluer cette offre-là. Et peut-être que Norbert, alors, aurait pu être accueilli,
peut-être un accueil de jour, ou peut-être même sur une logique séquentielle de quelques jours par semaine, dans une maison d'accueil spécialisée qui aurait convenu à ce que lui, il attendait d'une structure d'accompagnement et ce que ses parents pouvaient en attendre. Voici les quelques points que ces 3 situations m'ont inspiré. Je pense qu'on pourra y revenir aussi sur tous ces sujets au long de cette matinée, cette journée aussi, dans les ateliers. Et en tout cas, je vous remercie encore de votre attention et surtout de cette possibilité aussi justement d'avoir des retours très concrets sur les situations que vous rencontrez et de pouvoir en échanger avec vous tout à l'heure sur la table ronde.